précisément vit dans le métro depuis 35 jours. Denis Lazarenko, vous êtes avec nous en direct, habitant de Kharkiv. Merci beaucoup d'abord d'être avec nous. Simplement, racontez-nous votre quotidien pour commencer, qu'on comprenne bien ce que vous vivez. D'accord, oui, merci beaucoup. Oui, bonsoir. Oui, en fait, ça fait 35e jour que je suis là dans le métro, dans Kharkiv, c'est ma ville natale. Oui, donc là, je suis dans le couloir de métro. Je sais pas si c'est, enfin, j'ai pas le droit de filmer, de faire la visite parce que ce métro, c'est un objet qu'on ne peut pas filmer. Mais bon, là, je suis dans le couloir parce que la station dorme, en fait. Enfin, les gens dorment déjà, donc je peux pas être. Enfin, j'ai décidé de rester ici dans le couloir plutôt que de parler parmi les 300 à 400 personnes. Voilà, donc en fait, ici, ce qu'on a ici, c'est donc on a l'électricité, on a les prises électriques, donc on peut brancher le téléphone, on peut brancher le PC. Moi d'ailleurs, je continue à travailler ici parce que je suis informaticien, donc j'ai besoin de mon laptop, je le charge et avec une connexion Internet mobile, je continue à travailler en tant qu'informaticien. On a d'ailleurs un client français avec lequel on continue à travailler. Extraordinaire. Vous savez que c'est extraordinaire ce que vous nous racontez, parce qu'on se rend compte à quel point c'est la guerre et en même temps une partie des services continue à fonctionner, comme dans beaucoup de guerres d'ailleurs. Mais le vivre avec vous en direct, c'est très rare. À ce point-là, c'est rare quand même. Oui, on essaie parce que vous savez, là, en ce moment, l'informatique, c'est peut-être une des rares domaines qui continue à rapporter on va dire, les sources économiques dans le pays, parce que là, tout a été arrêté, il n'y a pas d'exportation, donc là, informatique, il faut qu'on continue. Donc, si on a une prise et Internet, on continue à travailler. Le contraste est incroyable parce qu'on voit ce qui se passe à la surface pendant que vous parlez, qui évidemment est très différent. Ouais. Et vous arrivez à vous concentrer dans le métro, entouré de 300 à 400 personnes, c'est ce que vous racontiez. Ouais, je vois. C'est pas évident parce que oui, c'est pas seulement le fait d'être parmi les 300 personnes, mais aussi le fait que on est toujours en train de penser qu'est-ce qui se passe, à quel point la situation évolue, comment ça va aller, qu'est-ce qu'on aura demain. Oui, et du coup, bon, pour la vie ici. On va dire, oui, je vais être honnête, c'est pas l'hôtel 5 étoiles, bien sûr. On vous croit bien, on vous croit volontiers. Merci. Justement. Mais par contre, justement, par exemple, pour la douche chaude, on a un appartement à côté. Des fois, on y va de temps en temps. On essaie d'y aller tous les jours. Mais bon, vous savez, quand on va à la surface, tout de suite, on entend, quelque part loin, on entend les tirs, les missiles et tout, je sais pas, enfin, artillerie, tout ça. Mais du coup, on préfère de rester en sécurité dans le métro, qui est plus sûr, plus sécurisé, moins confortable, mais voilà. Mais pour changer, pour prendre la douche, pour manger, je sais pas, la soupe chaude, on va dans l'appart. Donc parfois, vous vous autorisez quelques retours dans votre appartement pour exactement. vous doucher. Ouais. Quelles sont les conditions d'hygiène? Je veux dire, vous êtes avec des femmes, j'imagine, des enfants, 300, 400 personnes. On a vu ces images terribles de familles enfermées dans des caves depuis 35 jours à Mariupol. Vous, à Kharkiv, dans cette bouche de métro, vous vivez dans quelles conditions? Ok, je pense, enfin, je peux pas comparer parce que mais après, oui, par les images, on voit que Mariupol, c'est horrible ce qui se passe là-bas. Ici, franchement, vous savez, là, en ce moment-là, on essaie d'apprécier les choses, vous savez, basiques. Par exemple, de l'eau. Si on a de l'eau, on a la chance, on a l'électricité, on a le chauffage. Ici, je sais pas si vous entendez le bruit, mais là, il y a le chauffage juste à côté de moi. Et du coup, bon, et la ventilation. Il y a le courant d'air, il y a quoi? Il y a la nourriture qui arrive, ce qui n'est pas du tout le cas en Mariupol, parce que nous, il y a des bénévoles qui ramènent la nourriture à la surface et puis on distribue. C'est assez bien organisé ici. Il y a la direction de la station qui essaie d'organiser la distribution de nourriture. Ensuite, nous, en tant que bénévoles internes de la station, il y a peut-être quelques dizaines des hommes qui en fait marchent. Donc des fois, on marche dans les tunnels pour aller aux stations, donc dans le noir, enfin, il y a une petite lumière quand même, mais bon, à côté des rails, on marche dans les stations proches, voisines, pour ramener pour redistribuer la nourriture et peut-être les couches pour les enfants, tout ça, les moyens d'hygiène, parce que des fois, les volontaires, enfin, les bénévoles, ils n'arrivent pas à courir toute la surface de métro, ils ramènent la nourriture quelque part et puis on redistribue à l'intérieur dans les tunnels, en fait. Enfin, donc, on marche
Des fois, ça m'est arrivé déjà de marcher 8 km aller, 8 km retour. Ça a fait un petit sport, mais bon, après, ça arrive pas tous les jours. Mais du coup, oui, on essaie d'être, d'être ensemble, on essaie de aider là où on peut, en fait. Là, théoriquement, j'aurais pu partir peut-être au début, mais après, vous savez, c'est la décision, peut-être, c'est volontairement. Enfin, c'est ma ville natale, je suis sur ma terre. Enfin, on est les gens libres dans notre pays libre. On veut résister, vous savez, vous voulez résister l'invasion. Enfin, on veut résister toutes les tentatives d'occupation. Donc, si jamais, par exemple, c'était comme si c'était dans les villes où il y a les gens qui résistent l'occupation, où il y a déjà l'armée russe dans les rues, et les gens sortent, je sais pas, Melitopol, Tchernigov, etc. Et les gens sortent pour démontrer Kherson, pour montrer qu'on est contre. Les gens désarmés, ils vont sur les tanks pour dire non les gars, dégagez-vous. Donc je reste là pour au cas où aider mon peuple. Enfin. Denis Lazarenko, est-ce que malgré tout le moral ne baisse pas? On voit un formidable esprit de résistance, mais quand certains disent voilà, il y a des négociations qui ont lieu pendant que les combats se poursuivent, peut-être que les Ukrainiens seront soulagés, même s'ils doivent perdre une petite partie du territoire, même s'ils doivent céder en partie aux Russes. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vraiment, hier, on a vu un changement de la situation militaire un tout petit peu. Ils disent qu'ils vont sortir des régions de Kiev et partir plutôt dans Donbass. Ça, on savait dès le début que ça va finir comme ça parce qu'ils ont raté leur opération entre guillemets 2 jours pour prendre Kiev. Mais là, c'est plutôt le marathon. Vous savez, là, on n'est plus dans les situations de peur extrême, comme c'était le cas au tout début. Là, c'est plutôt, il faut résister, il faut tenir, il faut savoir comment vivre pendant les semaines. Par exemple, là, en travaillant, en cherchant son rythme de vie. Mais vous savez, là, je crois vraiment qu'on ne va pas perdre le territoire dans le long terme. Le territoire de l'Ukraine, c'est des 1991. Après, même la Crimée, on va le avoir peut-être plus tard, mais politiquement, sans la guerre, je pense que ça va revenir. Personnellement, je crois. Votre témoignage est extraordinaire. Tout le monde veut vous parler en plateau. Tout le monde veut vous faire des commentaires et des oui, Samantha. Et juste, je me permets juste de vous remercier tout le monde. Je veux remercier la France parce qu'en fait, je sais que pour notre morale, c'est extrêmement important de recevoir. On voit l'aide financière, politique, militaire, l'aide humanitaire de la France. Ça se ressent très bien. Et en tant que peuple ukrainien, ça nous est très important. Et je voudrais remercier la France parce que ça nous montre la morale. Vous savez pas comment, mais vraiment, on voit que tout le monde nous supporte et en fait c'est et nous touchant, on est impressionnés par votre esprit de résistance et vous le dites maintenant, on est sur un rythme marathon pour vraiment tenir un mot et après Samantha, je sais que vous vouliez aussi poser des questions, mais à aucun moment donc vous vous êtes dit il faut que je trouve un moyen pour quitter Kharkiv parce que là ça dégénère trop. Ouais. Peut-être deuxième jour quand j'ai entendu les combats de la rue, la première missile qui est atterri sur le centre de le parlement entre guillemets de la région, c'était j'avais hyper peur. Après les combats de la rue, donc c'était couvre-feu pour toute la journée, 24 heures. On ne devait pas sortir. Là, j'avais vraiment peur. Je pensais que théoriquement, je peux marcher dans le tunnel pour aller à la gare ferroviaire pour sortir, pour aller à Lviv, Oujgorod, etc. Mais à un moment donné, ça s'est baissé la tension. Et là, en fait, je me dis, j'espère que ça va pas revenir ça va pas devenir comme Mariupol. Je suis très désolé pour Mariupol. C'est très, 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 c'est horrible ce qui se passe. J'ai l'impression que ça va pas se passer ici. Mais vous savez, c'est vraiment, on essaie de voir la situation globale. J'évite de regarder chaque maison détruite à Kharkiv parce que sinon je vais devenir fou. Denis Lazarenko. Denis Lazarenko, l'homme du métro. Tout le monde veut dire un mot sur l'homme du métro. Alors, l'un après l'autre. Samantha. Oui, bonsoir et merci pour ce témoignage. Bonsoir. Est-ce que vous sentez que le moral qui tient, qui vous unit en Ukraine est aussi un petit peu grâce au président Zelensky? Il y a toute la communication qui se fait autour de lui. J'écoute souvent Radio Kiev le matin et ce qui me frappe, c'est qu'il y a cette espèce de bonne humeur, de bonhomie et qui est intercalée avec des instructions. Qu'est-ce que vous faites si vous avez une hémorragie? Qu'est-ce que vous faites si vous êtes sous des décombres? Mais tout ça
avec un esprit très positif et on commence déjà à parler de la reconstruction. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ? Bah là, en fait, je suis d'accord avec vous parce que au début, je vais être honnête, on pensait que Zelensky, qui est un acteur dans le passé, est peut-être pas l'homme le plus préparé à la guerre. Hein. Mais là, maintenant, quand on voit ce qui se passe, on voit que ce qui joue beaucoup, c'est sa façon de présenter l'Ukraine et de réunir tout le monde autour de l'Ukraine. Donc là, je suis peut-être en train de faire 0,001% de ce qu'il fait. On a passé le message des Ukrainiens à tout le monde, de passer les remerciements aux gens qui nous soutiennent. Et là, en fait, je crois que c'est la seule façon qu'on peut utiliser pour gagner, en fait. Parce que si on commence à être dans si on va détester notre adversaire là, si on va détester la Russie, mais vraiment grave, ça va pas nous aider. On doit aimer l'Ukraine plus que détester notre. Denis Lazarenko, un russe justement. Vous en avez un là face à vous là, un ancien membre du KGB. Bonjour Denis. Exactement. Là, on est tous les soirs avec vous. Merci beaucoup de votre témoignage. C'est très précieux. Vous nous racontez votre vie. Mais de notre côté, on va aussi vous apporter notre vision parce qu'on a d'autres reportages qui nous parlent de l'Ukraine. Et je dois vous confirmer aussi, vous avez parlé de l'Ukraine ne gagne peut-être pas beaucoup d'argent et donc vous essayez de travailler avec le peu de moyens que vous avez. Et en fait, je dois vous rassurer, en fait, l'économie de l'Ukraine continue à fonctionner. En fait, l'Ukraine continue à exporter le blé et le maïs pour honorer les contrats qu'elle a signés avec les pays étrangers. Ça lui donne aussi des devises via la Roumanie et en contournant le blocus par la mer Noire des Russes. Donc en fait, le pays n'est absolument pas désorganisé. On voit tous les jours les témoignages des maires des villes qui se sont organisés, des comités de défense. Et en fait, on sent que l'Ukraine, c'est un pays extraordinaire et on est de tout cœur avec vous. Et moi, russe, je condamne cette guerre de la part de Poutine. Je fais tout mon possible de mon côté pour vous rassurer et vous soutenir, vous les Ukrainiens et d'autres. J'ai aussi d'autres partenaires avec lesquels je fais aussi des zooms sur ma chaîne YouTube. Et donc voilà, et donc on est avec vous. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Ça fait plaisir de savoir. Oui, il y a je crois que c'est 11 régions sur 24 en Ukraine qui font je sais pas comment ça s'appelle, la compagnie quand on récolte, mais quand on sème qui prépare même dans il y a les mines, vous retrouverez après la guerre. Vous vous retrouverez après la guerre l'un et l'autre. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce très vive la France. témoignage. Slava Ukraine. Merci. Et bravo pour votre français absolument parfait. On a beaucoup d'Ukrainiens qui parlent un français parfait. Voilà. Merci, on vous souhaite beaucoup de courage pour les prochains jours. Au revoir. La maîtrise informatique, évidemment, c'est son métier. Bravo, chapeau. Allez, on revient à cette... Alors, peut-être une petite réaction quand même, et c'est vrai que on le disait tous, première fois quand même, après on reviendra sur Mariupol, mais première fois quand même qu'on a une guerre aussi documentée. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui est abrité en Europe. Qui est en Europe en direct, qui dort dans le métro. Et puis c'est pas tout... Là, pour le coup, effectivement, et c'est ce que disait Thomas tout à l'heure, qui revient de ces 3 semaines de repos.